Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h33, Thomas Porte est avec nous, député LFI de Seine-Saint-Denis. Thomas Porte, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. 1er mai. 1er mai, ça vous inspire quoi le 1er mai? C'est quoi pour vous le 1er mai? Le 1er mai, c'est la fête des travailleuses et des travailleurs, parce qu'on l'oublie souvent quand même dans le débat public. J'ai entendu Bruno Retailleau, mais pas que, Sébastien Chenu dire la fête du travail. C'est pas la fête du travail. Pour que les gens qui nous écoutent comprennent, le 1er mai, c'est ancien, c'est 1886. C'est des ouvriers aux États-Unis qui se mobilisent pour la défense et pour gagner une journée de travail de 8 heures. Et c'est 5 ans après, en France, en 1891, à Fourmies, où il y a des mobilisations qui se terminent dans le sang, puisqu'il y a 9 ouvriers qui sont morts sous les balles de la répression d'État, notamment une jeune fille qui s'appelait Marie Blondeau, qui avait 18 ans, qui a été abattue simplement parce qu'elle portait un bouquet de fleurs pour demander une journée de travail de 8 heures. Donc il faut aussi remettre ça dans le contexte. C'est pas la fête du travail, c'est pas la célébration de la valeur travail, non, c'est la fête des revendications des travailleuses et des travailleurs. C'est un jour qui est extrêmement important pour la classe ouvrière, donc c'est important de se mobiliser aujourd'hui et de maintenir, parce que j'entends déjà les revendications de certains membres du gouvernement, c'est important de maintenir un jour de travail férié et chômé pour l'ensemble des salariés de ce pays. Bien, pour l'instant, c'est pas remis en cause, hein, Thomas Porte. Mais vous savez comment ça se passe. On commence par des ballons d'essai pour essayer d'arriver à un objectif. Le problème a bien changé parce que je regardais aujourd'hui, les syndicats sont un peu en ordre dispersé dans les défilés. Toute la gauche aussi est en ordre dispersé, sauf la gauche hors LFI, puisqu'elle est réunie à Dunkerque, justement pour des questions qui concernent le travail. Arcelor, l'avenir d'Arcelor. Mais vous n'êtes pas à Dunkerque. Nous sommes à Dunkerque, puisque Aurélie Trouvé, présidente de la commission des affaires économiques, sera présente à Dunkerque avec Aurélien Lecoq. On aura 3 ou 4 députés insoumis. Pas Jean-Luc Mélenchon, parce que tous les leaders de la gauche sont là-bas. Jean-Luc Mélenchon sera présent cet après-midi à la manifestation à Paris, comme il le fait depuis plusieurs années. Et on a une délégation de parlementaires. Aurélie Trouvé est quand même présidente d'une commission à l'Assemblée. C'est elle qui a reçu les salariés d'ArcelorMittal. Et nous avons été invités par les salariés d'ArcelorMittal, donc nous serons présents aux côtés de ces salariés qui ont besoin aujourd'hui de responsables politiques qui s'engagent pour sauver leur emploi et poser la question de la réindustrialisation du pays, de la souveraineté industrielle. Bien, je vais revenir sur ces sujets, Thomas Porte, mais un mot, vous étiez cheminot, avant de faire de la politique. C'est vrai. Vous avez travaillé à la SNCF combien de temps ? 2010-2018, donc 8 ans à la SNCF. Vous soutenez les grèves, j'imagine, grèves qui sont là encore en ordre dispersé selon les syndicats, les jours sont différents, mais le public ne comprend pas vraiment ces grèves à la SNCF, franchement. Pourquoi ? Je vais vous expliquer. D'abord, si le public peut être surpris, c'est parce qu'il y a aussi des éléments de langage qui sont introduits dans la presse, dans les médias par la direction de la SNCF. Non, il n'est pas surpris pour ça. Il est surpris parce qu'il ne peut pas prendre le train. Non, je l'ai pratiqué, la direction de la SNCF pendant quasiment 10 ans. Elle a bien changé. Et je sais comment elle fonctionne. Oui, mais j'ai lu la lettre de Jean-Pierre Farandou qui appelle à la responsabilité. Moi aussi. Aujourd'hui, un appel à la responsabilité, c'est celui de la direction de la SNCF. D'abord, pour remettre les choses dans leur contexte. Le préavis de grève, il a été déposé il y a plus d'1 mois et demi. Il n'y a pas eu de grève pendant les vacances de février, justement parce que les syndicats ont dit on ne fait pas grève pendant les vacances-là, on laisse le temps à la direction on choisit le mois de mai, quoi. de venir... Non, on laisse le temps à la direction de venir négocier. Mais écoutez, sinon on fait pas grève pendant les Jeux Olympiques, on fait pas grève pendant la Coupe du Monde de foot, pas pendant le bac, pas les week-ends, pendant les vacances. Non, le droit de grève c'est un droit fondamental. Et encore une fois, la grève elle peut être évitée dans quelques jours. Si la direction de la SNCF elle répond à 2 revendications, parce que je veux les exposer ici pour que les gens quand même qui nous écoutent comprennent. C'est pas une grève par plaisir. Quand vous faites grève, vous perdez de l'argent, vous n'êtes pas sur votre lieu de travail. Et les cheminots, quand ils sont en grève, ils pénalisent des usagers et ils sont conscients de ça. Et c'est pas leur objectif. Leur objectif aujourd'hui, c'est 2 revendications. C'est le résultat. Oui, mais qui refuse de négocier ? Je le dis, 1 mois et demi, un préavis de grève. La direction de la SNCF, elle n'a pas découvert il y a 2 jours qu'il y avait un préavis de grève. Ça fait 1 mois et demi qu'elle connaît les revendications qui sont, sur les conditions de travail. Parce que vous, par exemple, vous faites des matinales. Vous commencez tôt le matin. Les cheminots, ceux qui conduisent les trains, qui contrôlent les billets, ils commencent très tôt. La direction de la SNCF, aujourd'hui, a mis en place un logiciel qui fait qu'on peut les appeler la veille ou 48 heures avant pour leur dire finalement tu ne commenceras pas le lundi à 4 heures du matin, mais tu commenceras à 16 heures. En termes d'équilibre de vie, c'est très compliqué. Il y a des discussions qui vont être engagées, c'est ce que dit la direction de la SNCF sur ce logiciel de planning. Il y a des discussions qui vont être engagées, donc très bien, on engage des discussions. Non, mais les discussions engagées par la direction de la SNCF, qu'est-ce que ça veut dire ? Nous, ce qu'on demande, c'est la fin de ce logiciel. Et c'est le fait que la direction de la SNCF s'engage de manière très claire à ne pas modifier le planning des agents 24 heures, 48 heures à l'avance. C'est pas possible pour la vie personnelle, pour la vie familiale de s'organiser comme ça. Et la deuxième revendication, c'est la question des primes de travail, ce qu'on appelle pour les primes de traction.
Évidemment, il y a des questions salariales, mais là, les revendications claires qui sont posées, c'est primes de travail pour les contrôleurs et les conducteurs. La SNCF, elle fait 1,6 milliard de bénéfices nets l'an dernier. Oui, enfin, elle coûte entre 15 et 20 milliards d'euros par an au budget de l'État. Un service public, ça coûte pas. Bah oui, d'accord, c'est le contribuable qui paie. Hein. C'est un investissement entre public. 15 et 20 milliards d'euros par an. Mais on peut parler aussi de la rentabilité écologique, sociale de l'entreprise publique, qui aujourd'hui est au service de la société. Parce que vous rappelez toujours, effectivement, les bénéfices d'1,6 milliard, je crois, sur l'année 2024. Mais ils sont faits grâce à qui, ces bénéfices ? Mais je rappelle, parce qu'il ne faut jamais oublier que la SNCF coûte 15 à 20 milliards d'euros à l'État chaque année, et c'est nous qui payons, vous, moi, tout le monde. C'est un investissement public. Bah oui, non mais d'accord, mais enfin il faut le rappeler. Bien sûr. Faut le rappeler. Bon. Mais quand on a des entreprises qui versent des dividendes au 440 et qui sont gavées d'aides publiques, personne n'est là pour dire ça coûte tant d'argent à l'État. Hein. Bon, Thomas Porte, dissolution d'Urgence Palestine, engagée par Bruno Retailleau, dissolution de Lyon Populaire, engagée, alors là c'est l'extrême droite, par Bruno Retailleau, et dissolution de la Jeune Garde, engagée par Bruno Retailleau, ça c'est l'extrême gauche. Vous contestez toutes ces dissolutions? Moi, je suis toujours très... Comment dire soucieux quand on parle de dissolution, parce que la dissolution, c'est aussi c'est l'utilisation par le pouvoir d'État d'une arme politique pour supprimer des opposants politiques. Parce que là, si on prend la question de la Jeune Garde, la dissolution, elle ne va pas passer devant la justice. C'est-à-dire que c'est une décision de Bruno Retailleau validée en Conseil des ministres, si on suit le processus, c'est ça en vérité. Ils ont 15 jours, la Jeune Garde, pour répondre aux questions qui vont être posées par Bruno Retailleau. Ça va être évoqué en Conseil des ministres. Mais on reproche quoi à la Jeune Garde? Quelles sont les plaintes contre la Jeune Garde? Quelles sont les procédures en cours? La Jeune Garde est un mouvement antifasciste qui est aujourd'hui mobilisé contre l'extrême droite. Et je crois que c'est extrêmement grave dans un moment où on a une accélération de la violence d'extrême droite, une accélération des groupuscules néo-nazis qui s'organisent. Puisque le mouvement Lyon Populaire est lui aussi dissous. Oui, mais Lyon Populaire est un mouvement qui a y compris revendiqué des actions violentes, qui aujourd'hui c'est lui-même auto-satisfait des actions violentes qui ont été menées. La Jeune Garde n'a jamais appelé à des actions violentes. La Jeune Garde participe à des manifestations, elle construit des cortèges syndicaux, y compris avec des syndicats. Et puis je veux aussi dire quand même le deux poids, deux mesures. En août 2024, un homme qui s'appelle Jamel Benjabala a été écrasé à 3 reprises devant sa fille de 10 ans par un homme qui était membre d'un groupuscule qui s'appelle les Brigades Patriotes Françaises. Ce groupuscule est toujours actif. Le syndicat étudiant uni, dont les membres ont multiplié les saluts nazis dans les universités, ont été épinglés pour un jeu de cartes antisémite, sont toujours actifs sans que cela ne dérange Bruno Retailleau. Donc le ministre de l'Intérieur est aujourd'hui un ministre au service d'une politique, celle de faire taire les voix antifascistes, les voix qui parlent de la question palestinienne, parce que vous avez aussi appelé Urgence Palestine. Donc moi je profite de ce moment ici pour dire au nom du groupe de la France Insoumise que nous apportons notre soutien à Urgence Palestine et à la Jeune Garde et que nous serons mobilisés à leur côté pour éviter ces dissolutions. Urgence Palestine défigure la cause juste des Palestiniens. J'entends ça, je lis cela, c'est dit. C'est vrai ou c'est faux? C'est dit par qui et c'est écrit par qui? Ouais. J'aimerais savoir. Est-ce qu'Urgence Palestine a apporté son soutien tout de suite au Hamas, organisation terroriste? C'est vrai ou c'est faux? Moi, je pense que c'est faux. Ah bon, bah, pourtant j'ai vu plein de textes de soutien. Peut-être pas vous, mais j'ai vu plein. Moi, je n'ai jamais vu un seul texte écrit moi, j'en ai vu, où Urgence Palestine dit « je soutiens le Hamas ». Bon. Je ne crois pas qu'il a été écrit ça par Urgence Palestine, mais là, au demeurant, on voit bien... Collectif créé au lendemain du 7 octobre. Oui, c'est un collectif qui comporte d'ailleurs des Palestiniennes et des Palestiniens qui sont, à mon avis, les plus légitimes pour parler de la question palestinienne aujourd'hui. Mais je vois bien... Collectif créé au lendemain du 7 octobre, c'est pas un hasard. Mais vous voulez qu'on parle des collectifs qui se sont créés au lendemain du 7 octobre pour défendre le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou? On peut en parler aussi. On va pas le défendre ici, donc, que les choses soient claires. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, au travers de la dissolution d'Urgence Palestine, c'est un marqueur de la répression d'État contre les voix palestiniennes. Il y a eu les sanctions sur des étudiants dans les universités, notamment à Sciences Po, où des gens sont mis à pied, où on a quand même Mathilde Panot, la présidente de mon groupe, qui a été poursuivie pour apologie de terrorisme, pour avoir parlé de la Palestine, où on a Rima Hassan, qui a été auditionné pendant des dizaines d'heures en garde à vue, Jean-Paul Delesco, un responsable syndical de la CGT du Nord, qui a été condamné à 1 an de prison avec sursis pour avoir pris la défense de la Palestine. Aujourd'hui, il y a une organisation, l'État met en place une organisation pour réprimer les gens qui parlent de la Palestine, qui parlent du droit international et de la paix. Donc c'est absolument inadmissible. Est-ce que cet après-midi, la manifestation à laquelle va participer Jean-Luc Mélenchon, c'est une manifestation pour le droit des travailleurs ou pour la défense de la Palestine? C'est une manifestation sur 3 mots d'ordre qui sont très clairs, qui sont les mêmes que ceux des organisations syndicales. C'est pour une paix dans le monde, contre l'extrême droite et pour la défense du droit des travailleurs.
Voilà les 3 mots d'ordre qui sont à l'appel des organisations syndicales et que nous partageons pour appeler à la mobilisation du 1er mai. À propos de manifestation, dimanche dernier, il y a eu une manifestation de soutien à Aboubacar Cissé. Jérôme Guedj, député PS, était à cette manifestation. Il a dû être évacué. Il a été insulté. Vous condamnez ou pas ? D'abord, ce que je veux dire, c'est que Jérôme Guedj n'a pas été évacué ou mis dehors par des militants de la France Insoumise. Ça, il a été insulté. Vous avez vu les images. Laissez-moi terminer, je vais vous donner mon point de vue. J'ai l'habitude de répondre aux questions, ne vous inquiétez pas. Je sais, mais je ne m'inquiète pas, Thomas Porte. D'abord, ce que je veux dire, c'est pas nos méthodes d'exclure des gens des manifestations. C'est vos méthodes d'exclure dans votre parti, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est une organisation politique interne. Oui, moi, ce que je veux dire, c'est que nous, on n'a pas l'habitude d'organiser des gens pour aller exclure des gens des mobilisations. Ce que je veux aussi dire, c'est que Jérôme Guedj, s'il a été pris à partie, c'est parce qu'il a eu des... Sioniste. Pas que. Pas que. Il y a aussi... Vous savez pourquoi il a été pris à partie ? Oui, bien sûr. Parce qu'il est juif. Non, absolument pas, c'est faux. Non. Si vous écoutez les motifs sur lesquels les gens l'ont interpellé, c'est sa prise de position, notamment sur le mot islam. À ses origines. Non, c'est faux, absolument pas. D'ailleurs, les gens ont dit... Est-ce du racisme, d'ailleurs ? Je peux terminer. Allez-y. Les gens lui ont reproché une chose, c'est sa prise de position sur la question et sur le mot de l'islamophobie, puisque lors d'un congrès du Parti Socialiste, Jérôme Guedj est venu dire qu'il ne fallait jamais utiliser le mot islamophobie, que c'était un mot qu'il fallait bannir, et il avait salué la décision à l'époque du Parti Socialiste de ne pas participer à la mobilisation contre l'islamophobie. Mais moi, je veux bien qu'on parle et qu'on pleure sur le sort de Jérôme Guedj. Non, mais ce qui s'est passé dans l'hémicycle mardi, c'est qu'on a plus cité le nom de Jérôme Guedj que celui d'Aboubacar Cissé qui a été assassiné dans une mosquée. Ça, c'est la réalité. Donc moi, je dis, ce ne sont pas les militants de la France Insoumise qui ont demandé à Jérôme Guedj de partir. Ça a été en fin de la mobilisation et ce n'est pas nos méthodes. Donc, si vous voulez interroger les gens qui ont demandé à Jérôme Guedj de partir. Qui disait l'islamophobie, c'est une escroquerie ? Vous citez un propos de Jean-Luc Mélenchon. Mais non, c'est pas lui qui a écrit ça. Qui a dit ça ? C'est Charb, qui était un ami. Charb, l'ancien dessinateur, malheureusement, de Charlie Hebdo, qui était le grand ami de Jean-Luc Mélenchon. Bien sûr, mais Jean-Luc Mélenchon a eu aussi des mots. Il l'a approuvé d'ailleurs un temps. Oui, bien sûr, c'est pour ça que j'ai parlé de Jean-Luc Mélenchon, mais vous savez, il y a que les gens... Les gens peuvent changer d'avis et peuvent évoluer au fil de la société. Bien sûr, il a aussi dit, Jean-Luc Mélenchon, que la voile était une soumission patriarcale. Bien sûr, mais Jean-Luc Mélenchon a évolué sur ces sujets, a écouté, a discuté. Et les hommes et les femmes politiques, ils sont pas ancrés sur un point de vue qui ne bouge jamais. Ils s'inscrivent dans l'évolution de la société, dans les discussions, dans des échanges. Le monde, il bouge et les avis bougent. Et moi, aujourd'hui, je suis content d'être membre d'un parti où Jean-Luc Mélenchon a évolué sur ces sujets, où aujourd'hui, il parle d'islamophobie, où il se mobilise pour défendre celles et ceux qui sont victimes d'islamophobie. Mais ça veut dire quoi l'islamophobie ? Parce que j'ai pas encore compris ce que ça voulait dire. Vous allez m'expliquer, puisque vous le maniez sans cesse, ce mot islamophobie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on est islamophobe, si l'on critique l'islam, c'est ça ? Non, c'est pas la critique d'une religion, puisque nous on est ouvert à se dire qu'on peut critiquer. Vous critiquez l'islam, vous ? Mais moi je suis ouvert à la critique de l'islam, à la critique de la religion juive. Qu'est-ce que vous critiquez d'ailleurs dans l'islam ? Mais moi, vous savez, je suis quelqu'un qui est athée, donc je suis pas un fanatique des religions, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Donc après, chacun est libre de pratiquer sa religion, j'ai pas de sujet avec ça, et chacun est libre de la critiquer. Mais quand vous faites de l'islamophobie, c'est pas une critique d'une religion. C'est que vous avez la haine de cette religion et vous ciblez les gens qui pratiquent cette religion. C'est ça que ça veut dire. Et quand vous dites l'islamophobie, nous on le pratique couramment, on n'est pas les seuls à le pratiquer couramment. L'ensemble des instances internationales le disent. Ce mot a été développé par l'Iran. 1910. Il a été lancé. Mais attendez, laissez-moi terminer parce que vous dites, j'ai l'impression qu'il n'y a que nous qui en parlons. Le Conseil de l'Europe parle d'islamophobie. L'ONU parle d'islamophobie. Il a décrété une journée de lutte contre l'islamophobie. François Bayrou, qui n'est quand même pas mon bord politique, a fait un tweet après le meurtre d'Aboubacar Cissé pour dire il y a de l'islamophobie, c'est un meurtre islamophobe. Est-ce qu'il y a une islamophobie d'État ? Bien sûr qu'il y a une islamophobie d'État. C'est quoi ? Et le premier représentant de cette islamophobie d'État, c'est Bruno Retailleau. Ah, ça, c'est votre tête de Turc, hein, Bruno Retailleau. C'est pas ma tête. Aujourd'hui, il est raciste, Bruno Retailleau. Est-ce que vous considérez qu'il est raciste, Thomas Porte ? Je considère qu'il est islamophobe. Ah, mais d'accord. Ça, c'est ma réponse. Oui, mais alors l'islamophobie, puisque vous me dites, on est islamophobe si l'on prend parti, si l'on... Je vais vous répondre. Oui, mais si l'on critique les musulmans. Aujourd'hui, répondez-moi. Bruno Retailleau entretient un climat islamophobe et raciste dans le pays. Il l'est donc, lui. Mais moi, je pense qu'il a des prises de position qui sont des positions qui sont effectivement racistes. Quand vous parlez des belles heures de la colonisation, quand vous parlez des Français de papier,
Quand vous parlez du concept de décivilisation... Donc il est raciste, dites-le, vous pouvez, dites-le si vous le pensez. Quand on pense une chose, on le dit. Mais moi j'ai toujours assumé de dire qu'aujourd'hui je considérais que Bruno Retailleau était raciste, j'ai pas de souci là-dessus. Et que c'est un dirigeant politique qui utilise le mot de décivilisation, introduit dans le débat français par Renaud Camus, dont le terroriste de Christchurch s'était revendiqué pour aller assassiner des dizaines de personnes. Bruno Retailleau vient crier devant une foule chauffée à blanc, abat le voile. Le résultat derrière, c'est qu'il y a des gens qui subissent des actes absolument horribles dans la société. Donc Bruno Retailleau, pour gagner un congrès d'une force politique qui ne représente plus rien dans la société française, qui a fait 4% aux élections, est aujourd'hui en train d'installer une islamophobie d'État, entretenir un climat raciste dans la société. Et des gens ont des conséquences concrètes. Et Aboubacar Cissé l'a payé de sa vie il y a quelques jours. Oui. C'est ça la réalité. Je vais revenir sur Aboubacar Cissé parce que tout n'est pas très clair tout de même, Thomas Porte. Pas si clair que vous le dites. C'est pas moi qui le dis, c'est le procureur d'Alès qui le dit, le procureur de la République. Bruno Retailleau dit, il a dit, la famille d'Aboubacar Cissé était difficile à retrouver car il était en situation irrégulière. En quoi est-ce raciste ? Je n'ai pas dit que ces propos-là étaient racistes. Pas vous, mais certains l'ont dit. Pardon, Thomas Porte. Pardon, écoute, ça a été dit. Bien sûr, mais Bruno Retailleau, quand il s'agit d'envoyer les policiers pour chasser les personnes en situation irrégulière, il sait très bien où les trouver. Quand il s'agit de réprimer celles et ceux qui sont aujourd'hui en situation irrégulière, Bruno Retailleau sait le faire. Donc, écoutez, elle a été retrouvée, la famille. Mais pourquoi venir dans le débat public dire qu'il était en situation irrégulière ? Pourquoi mettre ça dans le débat ? C'est un fait. Pourquoi mettre ça dans le débat ? Le débat, c'est que la famille a dit que Bruno Retailleau avait refusé de les recevoir. Nous avons reçu la famille à l'Assemblée nationale. Et moi, je crois à la parole de la famille aujourd'hui. C'est ça la réalité. 48 heures pour se déplacer sur le lieu du drame. 48 heures pour se déplacer. C'est absolument inacceptable. 48 heures pour avoir une déclaration. Et encore, il s'est déplacé dans le Gard. Il n'a même pas été capable de faire les quelques kilomètres qui le séparaient du lieu de culte pour aller rencontrer les fidèles de cette mosquée, pour aller rencontrer les habitantes et les habitants qui habitent autour, qui sont traumatisés par ce qui s'est passé. N'importe quel autre drame. La construction de Bruno Retailleau aurait été différente. Bien, justement, puisque nous parlons d'Aboubacar Cissé, assassiné, selon vous, parce qu'il était musulman, vous en êtes sûr ? Quand vous allez assassiner quelqu'un dans une mosquée, vous savez ce que vous faites. Vous ciblez cette personne. Sinon, si vous avez envie de vous en prendre à n'importe qui ou de tuer quelqu'un sans aucune raison, vous pouvez aller croiser quelqu'un en bas de chez vous ou dans la rue. Là, il est allé cibler quelqu'un dans une mosquée. Donc il y a une signification, et oui, c'est un acte islamophobe. Nous assumons de dire ça, nous le pensons, la famille le pense, il y a un certain nombre de marqueurs, et je le redis encore une fois, elle a assassiné quelqu'un dans une mosquée, c'est pas neutre. Oui. C'est pas neutre, vous pouvez pas me dire que c'est comme, comme aller s'en prendre quelqu'un dans un supermarché, c'est pas la même réalité. Moi je suis plus prudent que vous, parce que le procureur d'Alès, Abdelkrim Grini, dit la piste d'un acte anti-musulman est privilégiée, mais n'est pas la seule. Certains éléments pourraient nous laisser penser que ce mobile n'était pas, peut-être pas le mobile premier. Oui, c'est le procureur qui le dit, bien ce n'est sûr, pas moi. Bien sûr. On verra ce qui se passe, mais la première phrase que vous évoquez, c'est quand même un acte anti-musulman. Je tiens à le dire quand même dans les propos du procureur. Dites-moi, est-ce que si vous étiez au pouvoir, vous fermeriez CNews parce que vous n'arrêtez pas de taper sur CNews, vous n'arrêtez pas de taper sur, je sais pas, le magazine Frontières, sur le Rassemblement National. Bon, le Rassemblement National, c'est un combat politique. On est d'accord. C'est un parti républicain pour vous, d'ailleurs, le Rassemblement National ? Non, c'est pas un parti républicain, puisque c'est un parti qui est construit sur une idéologie raciste, qui est celle de la préférence nationale. Donc pour moi, c'est pas un parti républicain. Et au contraire, ceux qui banalisent ça aujourd'hui participent au fait de faire croire que c'est un parti comme les autres. C'est pas un parti comme les autres. Non, moi je suis pas pour interdire, parce qu'on fait pas disparaître les idées. Moi je veux pas faire disparaître le Rassemblement National pour que leurs idées perdurent. Moi ce que je combats, c'est les idées du Rassemblement National. Anti-républicain, vous gardez un parti anti-républicain. Mais nous, notre objectif, c'est de le faire disparaître politiquement, et avec une autre politique, on peut faire en sorte que des gens ne votent plus jamais pour eux. Bon, pour CNews et pour d'autres médias, est-ce qu'il faut fermer tous ces médias ? Écoutez, la question de CNews, de Frontières, j'entends d'un certain nombre de médias, c'est la question... Pour nous, profondément, la première priorité, et on avait déposé des propositions de loi dans ce sens, c'est la question de la propriété par un certain nombre de milliardaires des médias, qui permet aujourd'hui d'avoir des gens comme Vincent... Là, vous échappez un petit peu, là. Mais je vais vous répondre, des gens qui permettent, comme Vincent Bolloré, d'avoir à la fois des médias à la télé, d'avoir des chaînes de radio, d'avoir aujourd'hui des maisons d'édition qui ont un conglomérat de médias. Donc nous, la première chose, c'est de créer les conditions pour qu'il n'y ait plus des milliardaires qui aient la main sur tous les médias.
Après, il y a un outil qui s'appelle l'Arcom, qui prend des sanctions, et ça a été fait par exemple sur C8. Tout ça a été saisi à plusieurs reprises par rapport aux propos de Cyril Hanouna et tout ce qu'il a dit, et il y a une décision, elle n'a plus de fréquence. Voilà la réalité. Donc moi je suis pas pour dire on va fermer telle et telle chaîne. Mais moi, demain, si je suis ministre, je ne vais pas dire et venir avec des scellés, poser des scellés sur les chaînes, les portes de CNews pour dire je ferme CNews. Je combats aussi politiquement cette chaîne. Et quand il y a des propos qui nous plaisent pas, on saisit l'Arcom. Après, je suis en désaccord et je considère que cette chaîne, elle participe au climat de haine raciste et islamophobe. Là aussi, elle encourage au passage à l'acte parce que toute la journée, regardez en boucle les sujets de CNews. Les problèmes, c'est les musulmans. On a passé 48 heures alors qu'Aboubacar Cissé a été assassiné à parler des frères musulmans. On parle des problèmes dans les mosquées, on va dire qu'il n'y a plus de coiffeurs mixtes dans certains quartiers. Tout ça alimente un climat anxiogène. Donc cette chaîne est dangereuse pour le pays. Mais je crois qu'encore une fois, la réponse politique à ce que nous avons en face, c'est de combattre les idées des gens d'extrême droite. Parce que je ne suis pas pour supprimer celles et ceux qui représentent l'extrême droite et que leurs idées perdurent dans la société. Thomas Porte, certains vont vous dire, oui, mais lorsque 3 personnes ont été assassinées au couteau dans la basilique de Nice, par un Tunisien, il n'y a pas eu de réunion, de rassemblement de la France Insoumise. Il y a eu des... Quand le père Hamel a été assassiné, il n'y a pas eu de rassemblement de la France Insoumise. Je peux vous citer... Le père Hamel, tiens. Oui, bien sûr, mais je peux vous citer très précisément le tweet qu'avait fait Jean-Luc Mélenchon sur le père Hamel, où il avait dénoncé, il avait un tweet, oui, mais... Il avait apporté tout son soutien à la communauté... Il n'y a pas eu de rassemblement particulier. Ça ne vous a pas ému particulièrement? Bien sûr que je veux dire. Bien sûr que ça nous a ému, et tous les drames qui frappent le pays, ils nous émeuvent. Et quand c'est une jeune fille à Nantes qui est victime de 50 coups de couteau, on est absolument scandalisé, ému, on est terrifié qu'une gamine puisse vivre une telle situation. On le dénonce et on apporte notre solidarité à la famille, on le fait à chaque fois. Mais je voudrais dire une chose, le rassemblement Place de la République l'autre jour, il n'a pas été organisé par la France Insoumise, il a été organisé notamment par la famille d'Aboubacar. La mobilisation contre l'islamophobie qui va y avoir le 11 mai, elle n'est pas organisée par la France Insoumise, elle est organisée par des collectifs de lutte contre l'islamophobie, des associations antiracistes, celles et ceux qui sont en première ligne et les premiers concernés. Donc le 11 mai, il y aura cette manifestation. Il y aura une grande marche nationale contre l'islamophobie le 11 mai, effectivement. Exactement, j'ai vu, j'ai lu... Est-ce que la police et la justice sont devenus racistes? J'ai lu ça. Vous l'avez dit, Thomas Porte. Moi, j'ai dit qu'il y avait un racisme structurel, ce qui n'est pas la même chose. Bon. Ça, c'est ma position. Et je pense que, par exemple, dans la police française, il y a aujourd'hui un racisme qui est structurel. Quand vous voyez la question des violences policières, qui sont victimes de violences policières? Qui est mort sous les balles de la police après les refus d'obtempérer? Qui, moi je suis élu et député de Seine-Saint-Denis, qui est victime de contrôle au faciès 10-15 fois par jour parce qu'ils n'ont pas la bonne couleur de peau? Ça, c'est un racisme structurel aujourd'hui organisé dans la police. Et encore une fois, vous parlez de Bruno Retailleau, mais pardon, Bruno Retailleau, il y a quelques jours, a décoré des policiers à Marseille. Celles et ceux qui sont impliqués dans la mort de Mohamed Bendris et dans le fait que son frère a été mutilé par des tirs de LBD. Et le ministre de l'Intérieur va remettre des médailles aux policiers qui sont impliqués dans la mort d'un homme et dans un autre qui a été mutilé. Voilà aujourd'hui le climat qui règne dans la police française. Et vous avez le syndicat, un des syndicats majoritaires, excusez-moi, Alliance Police, qui fait des communiqués, notamment après l'assassinat de Naël, pour parler des gens des quartiers comme des vermines, qu'il faut ramener l'ordre. Donc ces gens sont aujourd'hui des factieux et ils se comportent comme des factieux. Thomas Porte, j'ai une dernière question parce que c'est un propos tenu par le président de la République, c'était hier. Le président de la République était avec la Légion étrangère et il a dit « La France ne se définit ni par le sang, ni par une race, ni par une religion. Pas d'identité figée. » Vous êtes d'accord avec ces propos? Oui, parce que nous avons toujours dit que la France, c'est pas une couleur de peau, c'est pas une langue, c'est pas une religion, c'est un attachement à la République, aux valeurs de la République, aux valeurs de la Révolution française. Donc oui, je partage ces propos, mais encore une fois, il y a les propos et il y a les actes concrets. Merci Thomas Porte d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Il est 8h57, après 9h, Patrick Roger.